L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Des tests sont en cours pour identifier les chefs islamistes tués dans le nord du Mali. Pendant ce temps, 40 jours après sa libération, la ville de Gao tente de reprendre vie, mais toujours attentive aux moindres mouvements. Reportage à suivre dans ce journal. Des centaines de milliers de Japonais dans les rues de Tokyo ce dimanche, veille du 2e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Dans une pétition, ils exigent le démantèlement de toutes les centrales nucléaires du pays. Issa Hayatou, réélu pour un 7e mandat à la tête de la Confédération africaine de football ce dimanche à Marrakech au Maroc. À 66 ans, dont 25 passés à la présidence de la CAF, il promet que ce 7e mandat serait le dernier. Bonsoir, c'est sur le Burkina Faso que nous ouvrons ce journal avec cette visite de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français de la Défense était à Ouagadougou. Il a été reçu par le président Blaise Compaoré, facilitateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Au centre des échanges, bien sûr, les deux hommes ont évoqué la participation logistique du Burkina Faso à l'opération Serval et à la MISMA. Arrivé hier après-midi dans la capitale burkinabé en provenance du Mali, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a tenu à rendre visite au président du Faso, médiateur de la crise malienne, avant de regagner son pays. Le ministre français de la Défense est venu faire le point de son séjour au Mali et par la même occasion remercier le président Compaoré pour son appui dans la recherche du maintien de la paix au Mali. Je me suis rendu hier et avant-hier au Mali pour encourager les forces françaises, les féliciter et les soutenir. Et je tenais, avant de rentrer, à saluer le président Compaoré, d'abord pour le remercier des facilités logistiques qu'il a mis à notre disposition pour nous permettre d'intervenir dès le départ et toujours maintenant. Et c'est un appui tout à fait significatif d'avoir ces facilités logistiques ici à Ouagadougou. Et puis j'ai tenu aussi à le remercier de la participation des forces du Burkina à la force africaine. J'ai rencontré hier à Bamako les responsables, l'état-major de la MISMA, et le Burkina Faso a fourni dès le départ des éléments significatifs qui contribueront demain à la stabilisation du Mali. La situation politique au Mali, il y en a été également question au cours de l'entretien. Il va y avoir des élections au Mali, il faut qu'elles se tiennent, cela m'a été confirmé hier, il faut qu'elles se tiennent en juillet, au moins l'élection présidentielle, et il faut parallèlement que la réconciliation et le dialogue aient lieu. C'est de la responsabilité des Africains et c'est de la responsabilité de l'initiative du gouvernement malien. L'initiative a été prise, puisque mercredi dernier, la commission de dialogue et de la réconciliation a été décidée. Il faut maintenant qu'elle se mette en place, et c'est dans ce cadre-là que la réconciliation et l'unité du Mali devra se mettre en œuvre. C'est d'ailleurs tout à fait l'avis du président Compaoré. C'est dire donc que la France a toujours besoin du soutien de ses partenaires africains pour résoudre la crise malienne. S'agissant toujours du Mali, je vous l'annonçais dans les titres, des tests sont en cours pour identifier les chefs islamistes tués dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche un autre ministre français, celui des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Sur le terrain, la traque des islamistes se poursuit dans l'Adra des Ifogas, mais aussi dans les villes libérées par l'armée. C'est notamment le cas à Gao et dans ses environs où, malgré la présence des Français, la vigilance est de mise. Attentif au moindre mouvement suspect. La ville de Gao a été libérée il y a 40 jours. Tout semble calme. Pourtant, les soldats restent sur le qui-vive.
La patrouille s'enfonce dans le sable. Objectif du jour, ce village perdu à 15 km dans la brousse. Il est rapidement encerclé. Mon ami, ça va toi? Comment que ça va? Le capitaine est déjà venu ici. Le chef du village est devenu son informateur. Depuis qu'on est venu, il s'est rien passé? Non, il est bien. Pas de soucis particuliers? Il faut occuper le terrain, ne laisser aucun espace libre. À partir du moment où on délaisse une portion de terrain, forcément les activités djihadistes reprennent le dessus et donc il faut qu'on vienne régulièrement. Ok, là on est bon. Ok, Fage, tu embarques. 2 hommes du village disent avoir repéré des explosifs non loin de là. Ils montrent le chemin aux soldats français. C'est bon chef? On y va? Allez. Chaque information doit être vérifiée, ne rien laisser au hasard. Okay, tu checkes jusque là. Un objet se trouve effectivement à l'endroit indiqué. Fausse alerte, il s'agit d'un cylindre en métal, inoffensif. Mais juste à côté, autre chose attire l'attention des Français. Pasto, c'est que des petites pièces métalliques. Ça peut être un téléphone très intéressant dans lequel il peut y avoir éventuellement des numéros ou des informations. C'est quelque chose qu'on va récupérer et qu'on remettra à la cellule spécialisée qui exploitera toutes les données de la carte SIM ou du téléphone. La patrouille aura duré 6 heures par plus de 40 degrés. C'est au cours d'une patrouille comme celle-ci qu'un 4e soldat français est mort mercredi dernier. Des combats et des bombardements sont toujours en cours ce dimanche à Baba Amr dans la ville de Homs en Syrie. Les rebelles auraient visiblement pris les soldats du régime par surprise pour tenter de reprendre ces quartiers qu'ils avaient perdus il y a un an. Sur cette vidéo amateur, des rebelles de la ville de Homs. C'est ce groupe qui aurait mené une attaque ce dimanche dans le quartier de Baba Amr, un ancien bastion de la rébellion repris il y a un an par l'armée loyaliste. En représailles, l'aviation syrienne a mené des raids aériens pour écraser une nouvelle fois l'insurrection. Autre ville, autre bombardement, cette fois à Idlib. Cet immeuble s'est effondré après avoir été touché par un obus peu avant l'aube ce dimanche. 2 ans après le début du soulèvement populaire, la répression menée par le régime ne faiblit pas face à une rébellion qui contrôle de larges territoires dans le nord et l'est de la Syrie. Les violences ont poussé de nombreux Syriens à l'exil. Le cap du million de réfugiés a été franchi cette semaine, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Si cette intensification se poursuit, nous pourrions atteindre à la fin de l'année, et rien ne va dans le sens d'une résolution du problème, un nombre bien plus important de réfugiés, de l'ordre de 2 à 3 fois le nombre actuel. La coalition nationale syrienne peine pour sa part à s'organiser. Ce dimanche, elle a annoncé le report une nouvelle fois d'une réunion consacrée à la formation d'un gouvernement provisoire. Autre titre de l'actualité ce dimanche, nouvelle manifestation antinucléaire au Japon. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Tokyo pour exiger l'abandon de l'énergie nucléaire alors que l'on commémore demain le 2e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Le rassemblement a eu lieu dans un grand parc de la capitale japonaise. Puis les manifestants se sont dirigés vers le Parlement à la veille du 2e anniversaire du séisme qui a provoqué l'accident de Fukushima. Ils veulent encore et encore exiger l'abandon de l'énergie nucléaire au Japon. Quand on sait que la durée de vie des déchets est de dizaines de milliers d'années, utiliser encore cela est incroyable pour moi. Je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait y avoir un accident. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas une bonne idée d'utiliser ce moyen pour fabriquer de l'électricité. Comme ces manifestants de Tokyo, des dizaines de milliers de personnes ont marché à travers tout le pays, particulièrement inquiets des positions du Premier ministre Shinzo Abe au pouvoir depuis les législatives de décembre. Celui-ci prône le redémarrage des réacteurs dont la sécurité aura été établie. Aujourd'hui, seuls 2 réacteurs sur les 50 de l'archipel sont en fonctionnement. Dans le nord-est du Japon, les ouvriers de TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, se battent encore 2 ans après pour tenter de contrôler la situation. De l'eau radioactive s'écoulerait dans l'océan. Autour de la centrale, c'est le no man's land. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées. La plupart n'ont pas pu regagner leur domicile initial. C'est sans surprise qu'Aoussane Chouti a été réélu à la tête de son parti, la LND, une élection à l'unanimité lors du premier congrès de la Ligue nationale pour la démocratie. À 2 ans des nouvelles législatives, elle devra s'imposer dans ces pays, la Birmanie qui s'ouvre timidement à la démocratie.
Voyons maintenant ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde avec Aminata Mariko. En République démocratique du Congo, des sources au sein de la majorité et de l'opposition confirment la signature le 15 mars prochain d'un accord entre le gouvernement et la rébellion du M23. Or, les combats ont repris ce samedi entre les deux factions rivales du mouvement du 23 mars. Aujourd'hui, le divorce est clairement consommé et les deux camps s'accusent mutuellement de connivence avec le pouvoir de Kinshasa. Le contingent tchadien de quelques 2000 hommes envoyés au Mali où il combat avec les troupes françaises, les groupes djihadistes dans l'extrême nord fait désormais partie de la mission africaine dans ce pays, la MISMA. C'est ce qu'a annoncé samedi devant la presse le chef d'état-major ivoirien, le général Soumaïla Bakayoko, dont le pays préside actuellement la CEDEAO. En Égypte, au lendemain du verdict du procès du drame de Port Saïd et des violences qui s'en sont suivies, la police égyptienne est attaquée de toutes parts. Ce samedi 9 mars, un tribunal du Caire a prononcé des peines allant d'un an à la perpétuité contre 52 des 73 personnes inculpées pour les violences qui avaient fait 72 morts en février 2012. Négociations tendues entre Américains et Afghans sur le retrait des troupes. Le climat était tendu lors de la conférence de presse commune donnée dimanche matin par le secrétaire américain à la défense et le président afghan au lendemain d'une série d'attentats dans le pays. Les négociations sont toujours au cours au sujet du retrait des troupes étrangères. Ce dimanche soir à minuit, les forces spéciales américaines devront avoir quitté la province du Wardak suite à l'ultimatum lancé par le chef de l'État afghan. C'est du jamais vu au Vatican. La célèbre place Saint-Pierre était vide ce dimanche. La prière a attiré en effet peu de monde. L'église catholique romaine est dans l'attente de l'élection d'un nouveau pape après la démission de Benoît XVI le 28 février dernier. La place Saint-Pierre quasi déserte, du jamais vu pour un dimanche au Vatican. Franchement, on se sent un peu perdu. On sent qu'il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est bien sûr le pape. Le Vatican est en pleine période de siège vacant. Alors ce dimanche, la prière de l'Angélus a attiré bien peu de monde. Les églises romaines, par contre, ont attisé beaucoup de curiosité. Nous sommes venus ce matin parce qu'ils ont demandé aux cardinaux de célébrer dans les églises où ils sont incardinés à Rome. Parmi les messes célébrées, celle du cardinal américain Sean O'Malley, l'un des favoris. Prions pour que le Saint-Esprit illumine l'Église pour choisir un nouveau pape qui nous aidera à nous confirmer dans notre foi. En attendant le conclave, les pronostics vont bon train à Rome et partout ailleurs. À Bethléem, par exemple, ces touristes catholiques rêvent d'un changement radical pour l'Église. J'espère que ce sera peut-être quelqu'un qui n'est pas européen, quelqu'un de différent, qui apportera un souffle nouveau. Quant aux chrétiens palestiniens, ils comptent sur le nouveau pape pour faire avancer leur cause. Je veux un pape qui soutienne les Palestiniens et défende nos droits nationaux légitimes de construire un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Le conclave s'ouvre mardi au Vatican pour élire le 266e souverain pontife de l'histoire. Au Cameroun, la publication samedi de la liste des joueurs convoqués pour le match contre le Togo intervient dans un contexte tout à fait particulier. Certains joueurs viennent en effet de recevoir une lettre d'observation suite à leur absence lors du match amical contre le Togo. Mais il y a aussi la récente déclaration de Samuel Eto'o sur l'ambiance qui règne au sein des Lions indomptables, toute chose qui laisse croire que le match contre le Togo va se jouer dans des conditions difficiles. Au regard de la liste des 24 choisis contre le Togo, Jean-Paul Akono veut visiblement poursuivre l'œuvre d'assainissement du vestiaire des Lions indomptables entamée depuis son arrivée. Il faut ramener le calme parmi les joueurs et les remettre sur le chemin de la victoire. Des événements récents ont laissé penser que le bateau Lion était toujours dans la tourmente. Le match amical du 6 février dernier contre la Tanzanie ayant connu de nombreuses défections. En accord avec la Fédération camerounaise de football, les joueurs concernés ont reçu chacun une lettre d'observation. De quoi rappeler à l'ordre tout en étant réaliste. Autre grosse inquiétude, la déclaration du capitaine des Lions au sujet de l'environnement dans lequel évolue la sélection nationale. Samuel Eto'o a clairement indiqué qu'il ne se sentait pas en sécurité dans la tanière, ce qui justifierait les régulières prises de distance vis-à-vis des repas ainsi que des équipements mis à sa disposition. De quoi verser de l'huile dans un feu que tout le monde croyait en agonie.
Le sélectionneur a choisi d'organiser son stage au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo, loin des regards indiscrets, mais aussi loin des coins chauds de la capitale que certains joueurs ont tendance à fréquenter pendant le stage. Le défi ici est que les joueurs parmi les plus importants du groupe acceptent de se soumettre à la discipline que va exiger ce choix. Le sélectionneur a pris les dispositions pour une concentration maximale pendant le stage. La balle est maintenant dans le camp des joueurs et la victoire au bout de leur audace. Sport toujours, le Camerounais Issa Hayatou, élu à la présidence de la Confédération africaine de football. Seul candidat à sa succession, il a été réélu pour un 7e mandat ce dimanche 10 mars à Marrakech au Maroc lors de la 35e Assemblée générale de la CAF. Âgé de 66 ans, Issa Hayatou, président de la CAF depuis sa première élection en 1988, a été réélu à l'unanimité. Le Camerounais a promis que ce 7e mandat serait le dernier. Mais quant à nous, ce journal n'est pas le dernier. Nous vous annonçons demain, vous pourrez suivre une autre édition à partir de midi à 19h45. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa Blue Télévision. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.